bien, je vous remercie d'être aussi nombreux, finalement, pour cette rencontre autour de Zohar Rabinovitch. Alors, c'est une rencontre. Nous avons voulu la concevoir comme un dialogue, pas comme une conférence, pour garder l'aspect vivant, si je puis dire, de l'échange. Et c'est l'apparition de son petit livre Philosophie clinique au chevet de l'animal parlant qui va nous donner l'occasion de nous interroger sur finalement ce que tu mets à nu, hein, et qui a été salué, me semble-t-il, par l'article de Roger Paul Droit dans Le Monde, qui a relevé finalement l'originalité de ton travail et en même temps un peu la hardiesse, oui, l'aspect pamphlétaire de ce travail. Donc c'est un texte qui est, je dirais, au croisement de beaucoup de choses, puisque Gérard Rabinovitch, il faut le présenter un peu, les auditeurs de l'Institut Rachid le connaissent, mais tout le monde n'est pas auditeur encore de l'Institut Rachid. C'est un philosophe de formation, il est devenu un peu sociologue par la force des choses, si j'ai bien compris. Il est président, vice-président d'abord de l'Institut Rachid, président de l'Institut Emmanuel Lévinas, directeur, pardonne-moi, de l'Institut Emmanuel Lévinas. Tu as, je crois, traversé, en dehors du fait que tu as animé une équipe de chercheurs au CNRS, quelques cabinets ministériels, celui du Mercurien, me semble-t-il. J'ai été chargé de mission. Chargé de mission. Et puis, chez Corinne Lepage, tu as fait un passage. Bon. Donc, tu connais le monde politique. Et même au secrétariat d'État à la communication, ce qui approche. Donc tu connais le politique et l'ouvrage est au cœur un peu de cette question politique, hein, c'est le langage qui est au cœur de ton ouvrage. Je vais revenir sur le titre, Philosophie clinique, hein, au chevet, dis-tu, de l'animal parlant. Donc philosophie clinique, c'est un aspect un peu médical, la philosophie est un peu familière de cette chose-là, mais en quoi aujourd'hui la philosophie serait un remède par rapport à un danger qui serait peut-être plus grand qu'auparavant? Ah, il faudrait d'abord guérir la philosophie elle-même. En fait, j'ai inventé philosophie clinique comme un surjon et comme un embranchement de la philosophie politique, parce que mon champ disciplinaire, si on peut dire, c'est la philosophie politique. Alors, la philosophie politique a trois questions fondamentales définies par Léo Strauss il y a longtemps et que j'ai repris à mon compte parce qu'elles résument bien d'où on parle quand on fait la philosophie politique. C'est qu'est-ce qu'une bonne société, qu'est-ce qu'un bon agir en commun, qu'est-ce qu'une société bonne. Et donc, ce sont des objets d'interrogation qui sont moins idéophiles que la philosophie en général et beaucoup plus proches des questions de la vie ordinaire et de la vie humaine dans la cité. Et de ce point de vue, d'ailleurs, Léo Strauss disait que quiconque se posait des questions telles que les trois que j'ai énoncées, d'emblée, sautait à pieds joints dans de la philosophie politique. Donc, c'est ainsi comme ça. Et puis, il disait que c'était la philosophie la plus proche, en fait, de la vie humaine et de par ses objets. Ce qui m'a paru nécessaire, moi, dans mon cheminement de vie, à la fois de vie personnelle et puis de vie, on va dire, intellectuelle ou de chercheur, c'est trois choses. D'abord, j'ai beaucoup travaillé pendant une période de mon existence sur les questions des médias et de la démocratie et l'enjeu des médias dans les sociétés démocratiques. Et à la fois comme instrument qui étayait les démocraties, qui leur permettait d'exister, la liberté d'expression, et en même temps comme un empêcheur de démocratie. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où voilà. C'est en fait, c'est exactement la même situation que celle des partis politiques en démocratie, tels que Moïsei Ostrogorsky, qui était un disciple russe du début du XXe siècle de Tocqueville, et qui avait fait une grande œuvre sur le rôle des partis politiques dans la démocratie. Il montrait que à la fois c'était indispensable à l'exercice démocratique et se limitait
parce qu'à un moment donné, il basculait dans le clientélisme obligatoirement. Et que cette bascule dans le clientélisme avait pour conséquence que l'exercice démocratique se mettait à gripper, à déraper. Alors, voilà, donc ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai depuis mon adolescence un tropisme pour la psychanalyse, d'abord d'adolescents prétentieux, comme les adolescents, c'est-à-dire on peut, on peut faire les malins avec de la psychanalyse, ça peut toujours aider aussi pour faire le beau gosse devant les dames. Et puis ensuite, il s'est trouvé que j'ai fait un parcours de psychanalyse et j'ai toujours eu un attrait pour l'œuvre de Freud, précisément, qui fait que je crois que j'en suis à la 3e lecture totale, une lecture studieuse, pas comme celle qu'a fait Michel Onfray, qui se vantait qu'il avait parcouru toute l'œuvre de Freud en 5 mois et qu'il avait tout compris. Et ce qui m'a, à l'époque, je m'étais un peu agacé de la chose, et pour l'anecdote, France Culture, la direction de France Culture avait donné à Michel Onfray, après la sortie de son livre, un été entier de chaque semaine de ses commentaires de Freud. Donc j'avais envoyé un mot auquel je n'ai pas eu de réponse du tout, mais qui était une histoire juive, qui était celle d'un jeune homme un peu arrogant comme ça, et qui allait voir le grand maître de la yeshiva où il étudiait, et il lui disait, il lui déclarait qu'il avait parcouru déjà 5 fois en entier tout le Talmud. Et le Rav, le grand rabbin, le directeur de cette yeshiva, le regarde et lui dit « Oh, je veux bien te croire que tu as parcouru 5 fois en entier tout le Talmud. Et dis-moi, est-ce que le Talmud t'a traversé une fois ?» Voilà. Et donc, j'avais envoyé le même commentaire, parce que ça. Bon, bref, ça c'est la première chose. La psychanalyse était un incontournable pour moi, et il m'apparaissait d'évidence qu'on ne pouvait plus faire de la philosophie politique en faisant l'économie de la psychanalyse. Et je parle de la philosophie politique. Et la troisième chose, c'est que j'ai, dans les années 98, changé tous mes travaux de recherche à la suite d'une mission que tu as évoquée. La dernière fois que j'étais dans une mission ministérielle, c'était auprès de Corinne Lepage à l'environnement. Et quand je suis retourné au CNRS, puisque j'étais en général chercheur détaché pour un temps dans des fonctions comme ça, quand je suis retourné, j'ai pensé que sur les médias et sur le rôle des médias et de la démocratie, on allait dans le mur, mais qu'on n'allait plus pouvoir réparer grand-chose pour l'instant. Et donc, j'ai décidé de me préoccuper de choses qui me tenaient plus à cœur et qui me paraissaient des questions réelles à la philosophie politique, c'est-à-dire la question des totalitarismes du XXe siècle et du nazisme en particulier dans ces totalitarismes. Et il m'apparaissait que l'ensemble des épistémologies dont on disposait ne rendait pas compte de l'événement nazi. Et que si on faisait un déplacement et qu'on allait du côté de la psychanalyse, plutôt de l'anthropologie freudienne, eh bien, en allant du côté de l'anthropologie freudienne, on avait un endroit d'où reprendre l'interrogation des totalitarismes, comment les gens peuvent s'asservir à ce point, et comment on peut les asservir, et qui veut les asservir. Et puis du nazisme en particulier, c'est-à-dire qu'est-ce que c'était que cette histoire du nazisme, l'histoire de l'Europe occidentale. Alors, ce que je trouve paradoxal. D'où clinique, pardon. D'où clinique. Clinique, c'est juste pour dire que c'est, dans son sens originel, au chevet de l'homme, au chevet des crises humaines, au chevet des crises de civilisation. Voilà. Mais ça connote aussi le fait que je ne le fais pas sans la psychanalyse. D'accord, parce que la psychanalyse est peut-être le fil conducteur de tes propos, mais ça n'apparaît pas franchement. C'est plutôt une critique de la sociologie que tu fais, me semble.
En fait, c'est gentil de me dire ça. En fait, je fais deux choses. Je crois que d'abord, j'essaye de poser euh, quelque chose qui a échappé à l'histoire de la pensée occidentale. Un certain nombre de générations en génération ont tenu le flambeau, mais globalement, dans la doxa de l'intellectualité occidentale, on a oublié ce que savaient d'origine Athènes et Jérusalem, c'est-à-dire la pensée originelle de l'Antiquité dans ces deux toponymes de notre histoire occidentale, qui est la question du langage, mais on va y revenir. Donc ça, c'était la première chose, c'était remettre ça sur la table. Et la deuxième chose, en effet, et en écho à ce que je venais de dire, merci de la question, tu fais bien le raccord, c'est que toutes les analyses sur lesquelles je m'étais penché et engouffré sur le nazisme en particulier, et sur le communisme aussi, le stalinisme, mais sur le nazisme en particulier, sociologisante ou socio-économique, etc., me paraissait passer totalement à côté des vraies questions. Et du coup, ça justifiait que j'aille du côté de la psychanalyse, mais en même temps, ça m'a mis la puce à l'oreille sur quelque chose concernant les impasses de la sociologie. Et ces impasses se sont révélées de plus en plus grandes au fil des années, ce qui ne veut pas dire que j'ai renié la sociologie, parce que je considère toujours que des gens comme Max Weber, comme Georges Simmel, comme Gabriel Tarde sont des grandes figures de la pensée intellectuelle européenne. J'ai l'impression que c'est ce que la politique a fait de la science sociologique que tu remets en cause, en fait. C'est l'écrasement du politique par le sociologie. C'est l'écrasement du... Oui, mais oui, t'as raison, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que c'est devenu une espèce de religion séculière. C'est pour ça que, d'ailleurs, de façon très polémique, j'appelle ça le sociologisme sacerdotal. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de Dieu séculier, qui pourrait être un Dieu gnostique, mais j'abuse là de l'hyperbole, mais qui fait que tous les humains sont joués et sont des créatures de ce Dieu. L'histoire de l'Europe, ça a été de passer de la créature au sujet, la créature de la divinité au sujet humain, au sujet politique. C'est l'histoire de l'émancipation, c'est l'histoire des Lumières, c'est l'histoire de tout ça. Et on est retombé au XXe siècle dans des créatures, à la fois parce que les systèmes totalitaires ne reconnaissent pas le sujet humain, ils l'écrasent, et puis parce que la sociologie, qui avait l'air d'être une science plutôt éclairante, a fini par tout réduire au social. Et tous les humains sont réduits au social. Et je me faisais cette remarque deux jours en pensant à notre rencontre aujourd'hui. Je me disais, mais Marx, beaucoup se sont aussi référés à Marx. Donc la sociologie était aussi une sociologie souvent appuyée par ailleurs par le marxisme. Mais quand on pense à la découverte qui avait été faite des manuscrits, les Grundrisse de Marx de 1857-1858, ça montrait que l'œuvre qu'il nous a laissée, le Capital, n'était qu'un quart du livre et de l'œuvre qu'il voulait faire. Et donc, je me disais, pour vous le dire aujourd'hui, que probablement Marx, lui, n'aurait jamais été marxiste. Et par contre, il y a eu un effet aussi de la prégnance du marxisme qui a fait que l'homme était réduit à être qu'un objet manipulé par le social et l'économie. Ça, c'est une première chose. Et puis, ça m'a permis, en revenant sur Athènes et Jérusalem, à revisiter des choses de mon époque étudiante, en fait, que j'avais abandonné entre-temps, parce que c'était plus mes premiers objets. C'était les définitions de l'humain telles que Athènes et telles que Jérusalem les avait faites. Or, dans un cas comme dans l'autre, quelle est l'essence de l'humain? C'est d'être un animal parlant. C'est ce qui est intéressant dans ton ouvrage, c'est qu'au fond, si j'ai bien compris,
la sociologie écrasant la philosophie politique, au fond, la parole est quelque part démonétisée. Les gens ne se parlent plus ou ne savent plus parler. Alors, non seulement la parole est démonétisée, mais il y a, il y a un double effet négatif. Le premier, c'est que on n'y accorde pas assez d'importance. On ne voit pas quel rôle est celui du langage et de la parole dans la vie humaine, y compris dans le social et dans le sociétal. Et ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que simultanément, il y a un déficit des sciences humaines sur la question du langage et de la philosophie. Et simultanément, on observe que tous les dispositifs de domination, que ce soit ceux du totalitarisme ou celui du marché capitaliste, si on veut le dire comme ça, sont des dispositifs en fait qui manipulent le langage. C'est-à-dire que la propagande, les langues, les logocraties totalitaires, communistes ou nazies, la publicité, les cabinets de communication des hommes politiques qui font et qui cherchent tout le temps des éléments de langage. C'est l'expression nouvelle la plus ignoble et la plus pourrie que je trouve qui est des 20 dernières années dans le politique. Il faut des éléments de langage. Quels sont les éléments de langage? On va vous donner des éléments de langage. Et on prévient les gens au moment où des soirées électorales, on leur envoie par WhatsApp 3 éléments de langage et tous, sur tous les plateaux, devront dire et placer ces 3 éléments de langage. C'est des formes d'usage domestiquant du langage, alors que le sujet humain, il existe au lieu du langage et par le langage. Et donc, on est dans une double impasse. D'une part, la domination cherche à nous domestiquer par le langage, et d'un autre côté, on ne prête pas assez d'attention au fait que ce qui nous constitue comme humains, tel que Jérusalem le dit, Chaim Medaber, le vivant parlant, ou, ou le Jun Fonanta, qui est l'animal parlant chez les Grecs, eh bien, que les maîtres de l'Antiquité, eux, l'avaient identifié tout de suite et que ça s'est perdu en route. Et une des pertes que j'ai découvertes, c'est pour ça que je l'ai mis à travers ce travail, ça a été un long cheminement à travers les siècles de la modification par la traduction et par des empreintes successives d'époque, où l'homme animal politique, tel qu'Aristote le définit, va finir chez Thomas d'Aquin en homme animal social. Et que c'est une vraie perte de penser l'homme comme animal social et pas l'homme comme animal politique. Pourquoi? Parce que l'animal politique, ça intègre sa socialité, sa sociétalité, on pourrait presque dire, mais aussi ça intègre la question de l'éthique du politique. Et si on est dans le social, on oublie ces dimensions-là, qui sont des dimensions spirituelles et des dimensions qui sont celles du sujet humain, c'est-à-dire cognitives, psychiques. D'accord. En fait, ce que tu soulèves, c'est le fait que le langage soit devenu un instrument de communication qui s'est dévitalisé finalement, ou qui dévitalise le rapport entre les individus. Il n'y a pas de parole, il n'y a plus que du langage. En tout cas, la domestication fait ça. Mais et les grands avertisseurs, les grands lanceurs d'alerte, ce sont des écrivains comme Orwell, par exemple. On pense à 1984, on pense toujours à Big Brother et à la vision panoptique de la vie humaine. Mais en fait, le plus important dans 1984, c'est son traité sur le langage et le fait que la domination se passe par une langue qu'il appelle langue socle, c'est-à-dire l'anglais socialiste, et c'est comme ça qu'il fabrique ce nom, mais qui est une langue qui fait que elle efface des données de la pensée, elle manipule une vision du monde
et que du coup, les gens ne pourront même pas penser ce qu'ils pensaient autrefois. C'est-à-dire que la manipulation de la langue, ça fait une espèce de forclusion de la connaissance. Est-ce que c'est pas le passage de l'oral à l'écrit qui produit cet effet de domination dont tu parles? Alors, c'est la thèse de Derrida, en fait. Ouais, mais tu as, comme tu as eu la gentillesse de t'intéresser à mon bouquin et à le lire, je prétends qu'il y a au moins deux personnages dans l'histoire de l'Occident qui sont des gardiens d'une langue qui en soit une, c'est les poètes et les humoristes. Et tu finis d'ailleurs sur ces notes-là. Oui, je finis là-dessus parce que je ne suis pas désespéré. Mais les poètes et les humanistes ont été au contraire les gardiens de cette chose-là. Par contre, ce que je veux dire, regardez les textes de la Grèce antique et des humanités gréco-latines, regardez la place qu'ont les poètes et qu'ils avaient de leur temps. Et dans la tradition juive du monothéiste, puis après chrétienne qui en prend l'héritage, de ce point de vue, le christianisme ne loupe pas l'enjeu du langage. Hein. On le voit bien dans les évangiles, on le voit très bien par exemple dans l'épître de Jacques, on le voit bien chez Bernard de Clairvaux. Je veux dire, la question du langage est une question qui n'est pas abandonnée du tout et niée dans le christianisme naissant, mais dans le judaïsme, c'est presque plus fondamental encore que dans la Grèce, puisque même le monde est créé d'actes de langage. Hein. Oui, mais justement, ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est que c'est parce qu'il y a un divorce entre langage et parole qu'il y a tous les soucis qui sont les nôtres. C'est-à-dire que finalement, et c'est peut-être que l'écriture renforce cette donnée un peu, propre au langage, à savoir que ça devient un outil, un instrument, et tu dis d'ailleurs à la fin de ton ouvrage qu'il faut désadministrativer, tu emploies des néologismes comme ça. Je vais te citer littéralement, parce que l'expression, la suite des expressions est assez intéressante. Tu dis il faut déchosifier le langage, déjournaliser la langue, désadministrativer, dis-tu, dépublicitariser, déprogramme, je sais plus comment, et enfin démécaniser finalement le langage. Donc c'est un retour à la parole que tu préconises. Le fait que la langue finalement a peut-être un peu chosifié les choses. Et tu parlais d'instruments de domination, bah justement si on en fait si on rend la langue administrative, si on cherche des éléments de langage dont tu parlais, c'est qu'on veut rendre la langue, au fond, assez impersonnelle. C'est ça le problème. Et c'est exactement je dirais, le statut implicite, se voulant pas explicitement politique, mais c'est le statut implicite de la psychanalyse. C'est par le langage que le sujet advient à lui-même. Je veux dire, c'est une taulothérapie, la psychanalyse. Et en même temps, c'est le langage qui nous piège. Mais c'est dans le langage qu'il est piégé, mais c'est par le langage. Et donc, ce que fait la psychanalyse, quand même, c'est ce grand déplacement anthropologique qui me fait dire et penser et affirmer que Freud est l'équivalent dans notre époque de ce qu'était Aristote dans l'Antiquité. Ça, c'est mon point de vue. Mais je veux dire, Freud, il bouscule plein de choses. Il bouscule l'idée de la conscience, puisqu'il dit qu'il y a un sujet divisé entre le su et le non-su de lui-même, hein, ce qu'on appelle la conscience. Il parle des pulsions. Et il parle, c'est déjà deux déplacements assez importants, hein, comme il dit, le moi n'est pas maître dans sa maison. Hein, c'est une vraie machine de désillusion anthropologique et un vrai déplacement anthropologique, parce que toute notre modernité, elle croit que la démocratie est accessible et fonctionnera qu'avec des individus rationnels et conscients. Or, à partir du moment où il y a de l'inconscient, la rationalité
elle est un horizon, mais elle est plus un préambule. Et la troisième chose, c'est que c'est un animal parlant et que c'est par le langage qu'il reçoit les valeurs et c'est à travers le langage qu'il peut sortir des impasses de la névrose, des refoulements, etc. Et donc, de ce point de vue, euh, même dans sa clinique, je ne parle pas dans son anthropologie, pour répondre à une question que j'en fait tout à l'heure, je ne suis pas clinicien thérapeute. La psychanalyse m'intéresse par l'anthropologie freudienne. Je ne pratique pas la psychanalyse en tant que thérapeute. Mais la thérapie psychanalytique, elle est elle-même émancipatrice, quoi. Elle permet à l'homme d'accéder à sa vérité humaine et à accepter aussi les contingences qui l'ont fait. Justement, tu cherches quand même à restaurer la science politique. Comment tu peux rendre compatible à la fois finalement la quête ou le cheminement psychanalytique et le rôle du politique? Parce que c'est quand même ce que tu essaies de montrer dans ton ouvrage. C'est pas évident, ça. J'ai eu un grave problème de santé, j'ai demandé à mon chirurgien quelle était l'origine des mots pour lesquels il intervenait. Il m'a dit, si j'avais la réponse, j'aurais le prix Nobel. Et ben, je vais faire un peu la même chose. Si j'avais déjà résolu ce problème, peut-être que je serais encore moins connu. En général, c'est à proportion. Et tu donnes des pistes, hein. Je pense que ton ouvrage donne des pistes sur le divorce que tu appelles la déliaison entre le langage et la parole. C'est que le langage, finalement, il est plus subjectif maintenant. Tu parlais d'éléments de langage. C'est la communication qui semble, si je te dis bien, finalement troubler ce lien lié à la parole. Parce que c'est la parole que tu dois restaurer. La politique, c'est la parole. Mais tu sais, ils le savaient quand même, les hommes politiques de la Troisième République. Pour relire Clémenceau ou Jaurès, par exemple, et quelques autres comme ça, ils avaient un art oratoire de grande qualité. Hein. On peut le regretter. Aujourd'hui, on a des présidents de la République qui se cachent derrière leurs communicants. Pardon pour ceux que j'ai agressés en ces propos, mais il y avait un vrai art oratoire. Et non, alors, oui, c'est politique, dans la mesure où c'est dans le langage, le langage précède les institutions. Il précède les institutionnalisations. Dans le travail que je mène et que j'ai déjà un peu exposé, mais que je continue à mener, par exemple sur la question du nazisme, tout était écrit en 1880. Tout, tout le montage sémantique, morbide, meurtrier, assassin, était écrit en 1880, y compris dans ses agrégations. C'est-à-dire que l'eugénisme, l'euthanasie, la sélection, la race, l'antisémitisme, tout était déjà établi en 80 et interconnecté. Il a fallu, après une cinquantaine d'années, pour que ça passe dans le politique. Et ça, c'est une chose qu'on peut observer. Je suis en train de voir ça sur, par exemple, 68 et maintenant. Tu vois, c'est-à-dire que il me semble qu'il y a peut-être un invariant qui fait qu'il y a entre le moment de l'émergence et de l'installation d'un champ sémantique propre et puis le moment où il s'institue à travers du politique, il y a deux générations qui passent. Mais c'est purement hypothétique quand je le dis là, mais c'est quand même une piste à réfléchir et sur laquelle je mène quelques explorations qui pourraient l'authentifier, au contraire l'invalider. Mais or, c'est bien,
à ce moment-là, ce langage déjà chosifiant, cette sémantique déjà meurtrière et chosifiante, elle n'opère pas encore. Je veux dire, en 1880, on est au contraire apparemment dans le mouvement des Lumières. On est apparemment dans ce qui est la promesse occidentale d'émancipation euh, avec la liberté d'association, la liberté politique, euh, le droit à l'éducation, euh, la liberté d'édition, la liberté de presse. Je veux dire, on est là quelque chose, faut quand même penser ce qu'est le début de la Troisième République. C'est un moment assez important dans l'histoire. C'est le moment où se réalisent les promesses de 89, je pourrais dire concrètement. Et en même temps, à l'ombre de ça, en catimini, un langage de mort s'est installé, s'est construit, qui n'est pas opérant à ce moment-là, mais qui est totalement établi, et par une espèce de contingence induite, comme ça, induite parce que il va se passer plein de choses, la guerre de 14-18, il va se passer la crise de 29, il va se passer un tas d'événements qui auraient pu ne pas avoir lieu. C'est pour ça que je dis contingence, parce que, mais l'ensemble de ces événements va permettre l'émergence d'un groupe d'aventuriers. Chez les nazis, c'est d'abord des aventuriers, des voyous, hein, et qui trouvent dans ce langage-là la niche qui permet à leur agressivité, à leur pulsion criminelle, à leur, de pouvoir se réaliser. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu écris, c'est que tu expliques ce glissement vers ce type de société, d'idéologie mortifère, par le fait qu'il y a une massification des sociétés progressivement. Et ça veut dire que les sociétés sont plus tant constituées d'êtres humains singuliers, particuliers, mais on a affaire à une masse finalement, et peut-être que ce type de langage fait de leitmotiv, de formules toutes faites, permet mieux de manipuler ou de dominer, comme tu le disais. C'est une des choses que tu expliques bien. Oui, oui, mais en fait, je l'explique bien parce que je suis un bon élève. Je veux dire, il y a des gens comme Ortega y Gasset, et puis des gens comme Canetti qui ont travaillé sur la question des masses et, euh, et qui ne l'ont pas loupé, qu'il se passait en effet là quelque chose. Et je dirais qu'il y en a un avant eux, en même temps qu'Ortega y Gasset, quasiment simultanément, Canetti postérieur, bah, c'est Freud aussi avec psychologie de masse. Or, et il y a un petit truc un peu attristant dans psychologie de masse, c'est qu'il rapporte à Gustave Le Bon des, en fait, des choses qu'on doit à Gabriel Tarde. Quand on est un peu familier avec Gabriel Tarde, on repère qu'il a retenu que c'est à Gustave Le Bon, alors que c'est Gabriel Tarde qui l'a traité. Mais Gabriel Tarde lui-même l'avait repéré. L'opinion et la foule. C'est un chef-d'œuvre de pensée de la sociologie naissante. Je viens à préciser, j'insiste là-dessus, parce que je ne veux pas qu'on se méprenne. Je dénonce réellement et je m'oppose au sociologisme. Je dis bien le sociologisme que j'appelle sacerdotal de plus, parce que tout n'est plus que rapporté au social. C'est le social qui surdétermine. Et les sociologues ne sont plus que les clercs de cette divinité-là. Hein. Et on le voit pour un tas de choses. Je vais vous donner un exemple par association d'idées, puisque j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet et publié de nombreux articles et livres. Et sur la question de l'humour et du rire. Il y a une histoire des rires, une histoire civilisationnelle des rires, entre le sarcasme de l'Antiquité, la raillerie antique, la moquerie que retient Quintilien ou Cicéron comme des instruments de la joute et de la rhétorique, en passant par des interrogations éthiques comme chez Pascal ou chez Spinoza,
qui dit qu'il y a des rires qui peuvent être des rires bons, et puis qu'il y a des rires qui sont des rires mauvais. Hein, par exemple, Spinoza dit que la raillerie est un rire de passion triste, hein, et que donc il est dénonce, il est condamnable, mais que le rire de joie jovial, lui, est un don de Dieu même. Hein. Et donc, et on arrive à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle, où un certain nombre d'auteurs anglais, parce que c'est plutôt chez les humanistes britanniques de tradition chrétienne, anglicane, que la notion va émerger. Il y a la notion d'humour qui émerge à travers plusieurs œuvres et donc dans une histoire de sémantique historique. Mais il y en a un, c'est Shaftesbury, qui est un philosophe anglais, écossais, et Shaftesbury va donner les lettres de noblesse de l'humour, puisqu'il va distinguer deux types de rire d'abord, la jocosicase et l'hilaritas. La jocosicase, c'est le rire mauvais, c'est celui des tueurs qui envahissent les villes et qui détruisent tout. C'est le rire de la cour qui fait des lancers de nains, comme ça qu'il explique. Et puis l'hilaritas, entre parenthèses, hilaire, c'est la transcription latine de Isaac. Donc l'hilaritas, c'est le rire jovial en partage. Et il va inventer la notion d'humour en disant il y a, en fait, il va en faire même de l'humour, et il le dit noir sur blanc, il va en faire la meilleure arme contre le fanatisme. Parce que c'est à la fois vif, c'est à la fois tranchant, mais c'est bienveillant. Et c'est bienveillant parce que, au lieu de prendre le dessus sur l'autre, on partage avec l'autre les défauts de l'humaine condition. Bon, donc il y a un vrai travail. L'humour peut apparaître comme le rire le plus civilisé. Or, aujourd'hui, dans nos sociétés, on appelle humoriste tout et n'importe quoi. On peut appeler n'importe quel type de rire et n'importe quel type de type sur la scène considéré comme un humoriste. On ne peut plus distinguer sous ce nom-là quelqu'un comme Raymond DeVos et puis je ne sais pas qui, le nom m'échappe, Jean-Marie Bigard, par exemple. Hein, bon, non. Hein, on fait plus les deux, ça met l'humoriste. Alors que on est deux, voilà, c'est pas par hasard que j'ai deux Vos qui me viennent, parce que c'est un grand maître des jeux de langage. Hein, mais voilà, on peut plus les distinguer. Mais pourquoi est-ce qu'on en est là? C'est-à-dire que en les appelant humoristes, on détruit unilatéralement et uniformément, on détruit l'enjeu éthique du rire. On ne distingue plus qu'il y en a un qui pratique la raillerie, l'autre qui pratique le sarcasme, l'autre qui pratique l'humour authentique. Tous sont des humoristes. Mais parce que le mot humoriste devient un statut social. C'est juste un objet social. Et donc, généralement, on va appeler humoriste tous ceux qui vont vous faire rire. Ça, c'est une emprise d'une logique cognitive, sociologique, tu vois, qui, du coup, efface ce qui est important dans l'histoire de la civilisation et dans la subjectivité humaine, qui a des rires bienveillants, des rires malveillants. Il y a des rires qui élèvent et il y a des rires qui abaissent. Il y a des rires qui rendent plus lucides et puis il y a des rires qui font masse, comme tu le dis. Et en général, c'est ce que disait d'ailleurs Victor Hugo, le sarcasme est un bourreau au milieu de la foule. Hein, le sarcasme, c'est un rire de masse. Il massifie. Alors que le vrai humour, c'est un rire subjectivant. Il ouvre l'esprit, il ouvre l'intelligence. Donc voilà. Donc voilà un effet de la sociologie. Tu vois, et ça et la question pour le politique, c'est eh bien il lui revient au philosophe politique clinicien, il lui revient d'être le veilleur critique et alerteur de ce qui se trame
Mais qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, hein? En tout cas, ce que tu soulèves, c'est un point intéressant, savoir que la liberté d'expression qui fait partie de notre liberté fondamentale, qui peut en user, à part des humoristes? Si on disait la même chose en particulier à quelqu'un qui a un peu de pouvoir, on aura un dépôt de plainte, diffamation, calomnie, je ne sais pas. On laisse à un humoriste la possibilité de jouer le même jeu, on l'accepte. Donc en fait, la société a en quelque sorte statifié l'humour au point d'en faire une catégorie socio-professionnelle Ouais. qui ne nous appartient plus comme individu, on nous le reprocherait, mais qu'on délègue finalement à un professionnel pour pouvoir exercer cette liberté d'expression. C'est un peu ce que tu expliques finalement. Oui, oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Tout à fait. Et dans nos sociétés, on confond, mais ça, c'est pas nouveau. Là, on renvoie aux humanités gréco-latines et à Platon, que tu fréquentes peut-être même plus assidûment que moi, mais à la République de Platon et à ses chapitres, je crois que c'est le 8 sur la démocratie, qui est absolument un chef-d'œuvre de pensée. Il n'a pas pris une ride pour décrire le quotidien d'aujourd'hui, de notre monde. Je vous recommande de lire dans la République ce que fait dire Platon par la bouche de Socrate sur la République et sur la démocratie et ses impasses. Ben, qu'est-ce qui se passe? On confond licence et liberté. La liberté, c'est pour engager à la responsabilité. La licence, c'est on se permet tout. Et c'est pas la même chose, la licence et la liberté. Or, aujourd'hui, nous pensons liberté que sous la phénoménologie de la licence, et non pas celle d'être un sujet humain. Alors, tu as une formule à un moment donné, je reviens sur la question sociologique, parce que c'est quand même ce qui sous-tend ta critique de la sociologie, c'est au fond ce qui sous-tend un peu c'est un peu le fil conducteur de ton ouvrage, et ce qui en fait partiellement un ouvrage pamphlétaire, si je n'ai pas insisté dessus, mais c'est aussi un pamphlet, ton ouvrage. D'ailleurs, les styles sont mêlés, hein, j'insiste sur le fait qu'on a affaire à un ouvrage qui change dans sa stylistique au fur et à mesure, qui finit d'une façon très poétique, mais qui commence d'une manière un peu psychanalytique. S'il y a une difficulté, c'est au début. Je dirais qu'au fur et à mesure, tu nous fais rentrer dans ton cheminement, et c'est peut-être par l'aspect pamphlétaire de ton ouvrage que, au fond, tu nous réconcilies progressivement avec la lecture. C'est ça qui est intéressant. Donc, tu as une expression qui peut-être demande une explication de ta part. Tu dis à un moment donné, lorsque le social prévaut en monoculture intensive, l'humus complexe du sens de l'humain s'étiole. Est-ce que tu peux nous Ben oui, parce qu'il y a plus de sujet humain. Si on n'est que les jouets créatures du social, il n'y a plus de sujet humain. Euh, on est en état d'aliénation permanente, il n'y a pas d'initiative personnelle, il n'y a pas de responsabilité personnelle. Déjà, il y a des responsabilités. Vous connaissez bien, enfin, je crois pas vous choquer en disant qu'il est absolument insupportable d'attribuer à la condition sociale la délinquance ou le crime. D'abord, c'est une insulte à tous les pauvres et toutes les familles pauvres et déshéritées et défavorisées qui font que leurs enfants ne sont pas des voyous. J'ai mon histoire personnelle, c'est ma mère est ouvrière confectionneuse, mon père était ouvrier métallo. Je ne suis pas devenu voyou, c'est pas mon mérite, c'est l'encadrement et la volonté et le désir parental qui ont été les gardiens de ça et qui ont fait que je suis aujourd'hui ici en train de vous parler plutôt que à la prison de la santé. Et ça, c'est quand même la majorité des gens. Donc quand on entend des sociologues venir vous expliquer que c'est pas de leur faute, c'est la société, c'est déjà insupportable. Et là, on est dans les sacerdotales, vous voyez. Mais il y en a plein d'autres exemples qu'on pourrait prendre. Il y en a qui confinent tellement au grotesque, même si je choque des gens ici, c'est par exemple que la sexuation, c'est juste une construction sociale. Ah bah tiens, le genre, c'est une construction sociale. La différence homme-femme, c'est une construction sociale. Là, on est dans la psychose, carrément.
Mais voilà, on a des choses comme ça qui se disent. Ou même sur la question de l'immigration. Il y a des immigrations qui sont des immigrations, elles sont toutes pareilles, d'où qu'elles viennent. C'est pas un problème de culture, c'est un problème de positionnement. Moi, je suis un fils d'immigrés, j'en ai connu beaucoup. Il y en avait qui venaient de Russie, dans mon lycée, qui était le seul lycée des quartiers populaires de Paris. Il y en avait des fils d'Italiens, des fils d'Espagnols, des fils de Portugais. Euh, je veux dire, ces parents-là, et ils nous apprenaient ça, hein, euh, ils avaient de la gratitude d'être là. Ils avaient de la gratitude envers la France. C'est pas pour faire un discours à Marine Le Pen, mais c'est une vérité. C'est au contraire un discours de la République au sens propre du terme. C'est-à-dire que la République permettait ça. Je connais un homme qui s'appelait Adistec, qui était un grand professeur de chirurgie et d'urologie, qui a été le grand professeur qui s'est occupé de De Gaulle, de Mitterrand, de Hassan II, de Faisal d'Arabie, etc. Et cet homme-là est arrivé en France à l'âge de 8 ans et, euh, et toute sa vie, il n'a eu qu'un seul propos, leitmotiv, comme vigile. Il disait, je dois à la République française et à l'école française d'être devenu ce que je suis. Et bien ça, c'est la gratitude. Et il y a au contraire une immigration du ressentiment. Donc elle est dans les histoires de chacun. Elle n'est pas un effet de culture ou de civilisation. Il y a des gens qui sont dans la gratitude, immigrés, et des gens qui vivent leur immigration dans le ressentiment. Eh bien, si vous instituer tous les immigrés comme des victimes et que vous les élevez à un statut de corps christique souffrant et rédempteur, c'est un peu ça le discours de la sociologie, hein, eh bien vous passez à côté complètement de cette phénoménologie des affects, qui est que c'est pas la même chose la gratitude. C'est pas la même chose la gratitude et l'envie, ça c'est Mélanie Klein qui nous l'explique bien, mais c'est pas la même chose la gratitude et le ressentiment. Or, on est dans des immigrations où il y a beaucoup de ressentiment, et alors qu'il y a eu une époque où l'immigration était une immigration de gratitude. C'est pas une affaire musulman-chrétien, hein. C'est autre chose qui est en jeu. Est-ce que c'est une invitation pour les politiques à faire moins de sociologie, un peu plus de philo, de psychanalyse? Alors ça pourrait être ça, mais en fait, j'ai pas du tout de considération pour la classe politique. En gros, ils font ce qu'ils peuvent. En tant que classe politique, ça vaut pas grand-chose. Comme tout milieu, il y a des gens bien, j'en ai rencontré, et puis il y a des voyous, des canailles, j'en ai rencontré. Et d'expérience, parce que tu l'as évoqué, j'ai travaillé comme chargé de mission auprès de cabinets de gauche et de droite. J'ai justement te demandé à ce propos. Et j'ai trouvé, dans les deux cas, j'ai rencontré des gens qui avaient une grande dignité, un grand humanisme. On veut dire que chez les gaullistes, c'était plutôt au nom de la patrie et du patriotisme, et puis chez les socialistes, c'était au nom du social, de la social-démocratie. Mais dans les deux cas, c'était des gens nobles, dignes, et puis il y avait des canailles dans les deux cas. Et donc, c'est pas la classe politique. Par contre, ce que je pense, c'est que la philosophie politique, pour revenir à mon truc, mais pour quand même pas m'éloigner de ta remarque, c'est que la philosophie politique, c'est ça aussi là, non pas le côté pamphlétaire, mais le côté un peu invitant, euh, doit revenir à ses sources originelles, c'est-à-dire à s'interroger sur la question du langage,
à observer ce qui se passe du langage, à être plus proche de la philologie, de la sémantique, de la traductologie, plutôt que de la sociologie. Le défaut de la philosophie politique, ça a été de s'accoupler avec la sociologie, et je pense qu'elle ferait mieux aujourd'hui d'aller plutôt penser, il y en a qui le font, hein, je suis pas en train d'être un anachorète dans le désert qui prêche tout seul, il y en a qui le font. Disons que moi je l'écris pour le diffuser. D'ailleurs, tu as une explication au début de ton texte où tu proposes de retourner à l'humain, si je t'ai bien lu. Tu dis à son lieu d'habitation à travers la philosophie politique, et en particulier par la parole. Tu expliques ça au début. De toute façon, en fait, ça va nous opposer peut-être, parce que toi, tu es plus un philosophe qu'un philosophe politique. Hein. Et moi, je pense que le problème de la philosophie en général, c'est d'être tenté vers l'idée, ce que j'appelle de façon un peu pamphlétaire, l'idéophilie, c'est-à-dire un goût pour les idées éthérées et les grandes constructions qui sont des œuvres, hein, ça ne fait pas un pli, hein, mais qui sont loin de la vie humaine finalement. Et pourquoi je dis ça, c'est loin de la vie humaine? Parce que la caricature de l'idéophilie, par exemple, c'est le communisme. Au nom des idées, et pour les idées, on tue, on met les gens dans des camps. Je ne parle pas du nazisme, c'est une autre forme. Parce que le nazisme, c'est vraiment un agrégat de destructivité. Tandis que le communisme qui détruit, qui a tué au moins 40 millions de gens, c'est au nom des idées. Ou le maoïsme, c'est au nom des idées. Qui s'appuie sur la prétention d'une lecture de texte. Oui, mais c'est une idéophilie, l'idée du communisme. Bon, c'est l'idéologie. L'idéologie, c'est très particulier. L'idéologie, c'est croire qu'on a déjà pensé la position de l'adversaire. Oui, C'est très particulier. oui, oui, tu as tout à fait raison. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que euh, au sein de la philosophie, au sein du grand champ de euh, la philosophie politique, c'est celle elle n'en est pas dégagée complètement de l'idéophilie, mais elle est plus proche, elle est par structure obligée d'être observatrice des comportements humains, quoi. Et, euh, et, et en gros, je pense que des auteurs qui ne sont pas identifiés, hélas, comme des auteurs de la philosophie politique et qui en font, alors Hobbes en est un, mais là, ça fait pas de problème. Machiavel en est un autre, ça fait pas de problème. Mais je pense que Montaigne en est un. Je pense que Montaigne est un philosophe politique. Je pense que tous les moralistes anglais, les moralistes français du XVIIe siècle, La Rochefoucauld, La Fontaine, Chamfort, La Bruyère, sont des philosophes politiques. Je pense qu'ils appartiennent à ce champ-là. Parce qu'ils lisent bien la société. Parce qu'ils C'est des sociologues non professionnels, quelque part. Mais c'est pas des sociologues, hein. C'est des phénoménologues si tu veux, mais c'est pas des Non, je sociologues. ne l'entends pas au sens d'une science, hein, je l'entends au sens de ils observent bien la société et ils savent la restituer d'une façon dans une œuvre. En fait. Oui, mais ils observent les comportements, les mœurs, ils observent les comportements humains, et ils en font un inventaire, un descriptif, avec un grand art littéraire qui est un art de pouvoir justement transmettre le mieux possible, parce que la grande littérature et la grande poésie, c'est ce qui permet le mieux d'être recueilli et réceptionné. Euh, euh, je dirais, mais tu m'as dit que je crois, tu m'as parlé que j'utilisais plein de mots.
inventé de ma création. Oui, tu utilises des néologismes pour décrier ce que tu critiques, finalement. Alors, je dirais qu'il vaudrait mieux avoir des sociétologues que des sociologues. Parce que l'homme vit en société, il n'y a pas de doute. Mais donc, si on veut penser l'humain, il faut le penser dans l'ensemble des champs qui interagissent parce qu'il vit en société. La culture, les mœurs, la politique, l'économique aussi, hein, les institutions, etc. Il est à chaque individu à son intersection de tous ces domaines-là. Mais ça c'est ce qu'on désignera une société. C'est pas seulement le social, c'est le sociétal qui est en jeu. Mais ce mot est déjà galvaudé par justement les éléments de langage des sociétés de communication. C'est les techniciens. Oui, parce que le sociétal est déjà galvaudé. On est devant une situation grave que tu as bien repéré que dans mon pamphlet, dans mon alerte, c'est que par la publicité et par les cabinets d'éléments de langage, je vais vous lire un truc. Tous les mots qui essaient de s'inventer sont réquisitionnés, capturés et resservis, chodifiés. Et ça a l'air d'être sans échappatoire. Ça, c'est très inquiétant. Mais voilà ce que je voulais. Je vais vous lire quelque chose. Comme quoi, c'est pas une affaire nouvelle. J'avais trouvé ça quand je travaillais sur. C'est pas non celui-là. Quand je travaillais sur un autre sujet. Voilà. C'est de Jean-Paul Marat. Les chaînes de l'esclavage. Donc, on est au XVIIIe siècle. Hein. Abusés par les mots, les hommes n'ont pas horreur des choses les plus infâmes, décorées de boum. Et ils ont horreur des choses les plus louables, décriées par des noms odieux. Ainsi, l'artifice ordinaire des cabinets est-il d'égarer l'époque en pervertissant le sens des mots, et souvent des hommes de lettres avilis ont l'infamie de se charger de ces coupables emplois. En fait de politique, quelques vains sons mènent le stupide vulgaire, j'allais dire le monde entier. Et l'affaire, elle n'est pas neuve. Eh bien, on n'avance pas. Alors, pour conclure cette séance, je voulais lire un de tes passages, la fin de ton texte, qui finit sur une note très poétique, ce qui me permet, je le lis. Donc, tu dis à la fin, pour presque conclure, je ne vais pas tout lire non plus, est venu le temps de mettre dans notre havre au sac Thomas Mann, lorsque réfugié à Londres, il soulignait dans ce qu'on appela correspondance avec God, les liens étroits entre la parole et la prise de responsabilité. Le mystère du langage est grand. Être responsable du langage et de sa pureté, c'est porter une responsabilité d'ordre symbolique et spirituel. Celle-ci ne revêt pas seulement une signification esthétique. La signification du langage est essentiellement la responsabilité même, qui adjoindre la mise en garde impérative de Sigmund Freud lorsqu'il avertissait « on sait d'abord sur les mots, puis peu à peu on sait aussi sur la chose », et d'accueillir en appel les vers de Nelly Sachs, « Peuple de la terre, ne détruisez pas l'univers des paroles, ne découpez pas avec les couteaux de la haine le son qui fut enfanté en même temps que le souffle. Peuple de la terre, ô que nul ne pense mort quand il dit vie, et nul ne pense sang quand il prononce berceau. » Merci. Gérard Rabinovitch. Merci à toi. Peut-être la parole. Si ça ne vous dérange pas, je commence parce qu'il faut que je parte. J'ai un D'abord, je vais préciser que les juristes ont fait un règlement intérieur. On ne pas ce que vous avez dit. Si on avait un, peut-être que ça se passerait mieux. Donc peut-être en faire la fin. Ensuite, je vais vous demander la différence entre le langage et la parole
c'est en gros la même qu'il y a entre l'alphabet et les phrases? Ou est-ce que vous voyez ça de façon différente? Oh ben non, pas du tout. Pour partir dans un deuxième cycle de soirée. Non, le langage, c'est le lieu de l'énonciation. Mais la parole, c'est celle du sujet. C'est l'individu qui, dans le langage, dit, dit ce qu'il est, quoi. S'engage. Oui. La parole, c'est l'intérieur. C'est son intérieur. Bon, si vous voulez. Oui. Le langage, c'est la culture, c'est ce qu'on a appris, et la parole, c'est l'esprit. C'est l'individuation, quand même. Je voudrais, parce que vous avez insisté sur ce mot-là, je voudrais revenir sur quelque chose. Regardez comment les 10 commandements, les 10 commandements, c'est un détournement mal traduit de ce qui est la formule originelle à Seret Adibrot, c'est les 10 paroles. C'est pas 10 commandements, c'est les 10 paroles. C'est différent. Et ouais. Et c'est dans le livre, je ne vais pas le faire là, mais dans le livre, je reprends un certain nombre de points puisque à la fois je m'appuie sur Athènes et sur Jérusalem, et comme une des choses que j'ai pas dites dans mes motifs, c'est aussi de rétablir dans la culture occidentale, par ma petite pierre, là, mon petit caillou, le bouquin, c'est de rétablir le fait qu'il y a bien deux origines à notre humanisme occidental, Athènes et Jérusalem. Or, on parle jamais que des humanités gréco-latines et on oublie toujours les humanités bibliques, hébraïques, juives, mais aussi leur engendrement chrétien. Et donc, je reprends les textes, je reprends un certain nombre de passages, un certain nombre de marqueurs bibliques de l'hébreu originel. Et comment ça s'est mal traduit, tout le temps. Et comment ça a entraîné. Et c'est pas le fait d'une malveillance nécessaire, ou c'est pas même, par exemple, la Septante, qui est une assemblée de rabbins juifs d'Alexandrie, qui vont traduire en grec les textes bibliques. Ils le mettent en grec et ils en perdent. Ils le rendent grec, exactement. C'est-à-dire qu'ils le désinvestissent de sa substance psychique et de sa substance mentale et significative et spirituelle originelle. Par exemple, la Torah. Torah est traduit par O nomos, la loi. Mais en fait, ils perdent que dans la Torah, il y a une racine, yara, qui veut dire tirer, guider. Donc la Torah, c'est pas la loi. La Torah, c'est un guide pour tirer les gens vers un horizon d'humanité. C'est ça le sens de la Torah. C'est pas le sens de la loi. Or, nous parlons tout le temps de la loi. Nous parlons comme quelque chose qui vient nous chapeauter, alors qu'il s'agit d'un guide qui nous tire vers notre humanité. Et c'est pas la même chose. Et c'est sans arrêt comme ça. Donc voilà, voilà. Et vous savez les conséquences. Les conséquences, ça traverse les siècles. C'est l'histoire. C'est l'histoire humaine. C'est l'histoire. Mauvaise traduction, conséquence, des désastres. Je voudrais raconter une petite anecdote qui date d'hier soir, à la télévision, dans l'émission politique. Il s'agissait évidemment de la présidence. Est-ce qu'elle va pouvoir se présenter ou est-ce qu'elle ne pourra pas se présenter? Et deux spécialistes politiques qui animent cette émission ont fait un lapsus que personne n'a relevé. Ils ont dit la présidente.
C'est un bon exemple de ce qui se passe dans déresponsabilisation de la parole. Ça, il faut dire que... Alors, je fais tout un passage, merci Daniel, de cette remarque, parce que ça me permet de dire aussi, parce que tu n'y as pas prêté d'attention, mais je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est une question entre nous. Mais il y a toute une partie où dans le pamphlet que tu dis, où je reprends un certain nombre, dans une tradition juive de citations, je reprends tout un tas de citations de gens qui sont des gardiens, des veilleurs et des alerteurs sur le rôle des médias dans notre société. Depuis Custine, Tarde aussi, et Nietzsche. Dans 100 ans de journalisme, tous les mots tueront. Réfléchis, pesez. Dans 100 ans de journalisme, écrit-il, tous les mots tueront. De tuer. C'est sévère, hein? Mais Custine disait, plein de gens de ce temps-là, Fritz Maxner, il y a plein de gens alertent sur la dégradation du langage par les médias de masse. Et déjà au 19e siècle, mais ça ne fait qu'empirer. C'est une évidence. Moi, j'ai plein de copains qui sont des journalistes de qualité. Ça existe, vous voyez. Aussi, il y a des mauvais psychanalystes, il y a des bons psychanalystes, il y a des bons journalistes, il y a des bons philosophes, il y a des mauvais philosophes, etc. Donc, il y a des bons politiques et des mauvais politiques. Mais dans les milieux journalistiques, regardez comment les mots sont affadis, appauvris. Le langage journalistique, c'est un journal qui n'utilise que 500 mots. Après, des sociologues viennent nous dire que les jeunes des banlieues, ils n'ont pas 500 mots de vocabulaire. Ils ont au moins les mots de la presse, non? Je veux dire. Mais en effet, quand on n'a que 500 mots de vocabulaire, le pulsionnel, il tape à la porte. Et on m'a dit, mais ça c'est à vérifier, je le livre comme ça, mais il faudrait voir, que aussi à l'ENA, on conseille aux technocrates de circuler dans 500 mots. Et c'est peut-être une calomnie. C'est considéré que la population ne peut pas comprendre au-delà. Bah oui, c'est ça que je veux dire. C'est grave. Non, je m'entends. Oui, merci, Gérard. Ça m'a rajeuni de quelques années, puisque nous avions monté un colloque qui s'appelait l'humour en thérapie et en formation. Vous étiez un des grands piliers avec un anglais. Et donc, c'est quelque chose qui m'avait donné l'idée d'écrire un article après. Et je voulais savoir si l'expression du titre que j'ai utilisé n'est pas de vous chercher partout, ou alors c'est une inspiration venue d'en haut. J'ai appelé cet article qui s'appelait l'humour, un chatouillis de l'âme. Et je dois dire que j'aime bien cette expression. Si c'est moi qui l'ai créée, j'en suis contente. Et je voudrais rendre à César ce qui est à César et à Gérard ce qui serait à lui. Alors Gérard. Alors, c'est ça. Non, c'est pas de moi. C'est pas de vous. Et vous voyez pas qui se rappelle, parce que j'ai mis les guillemets. Mais bon, ça circule partout. Et donc, Eh ben, si je l'ai dit, je m'en souviens pas. Donc, vous pouvez plus attribuer. Et je me souviens pas de l'avoir dit. Donc, mais je suis très ravi d'être un intermédiaire christique entre Dieu et les hommes. Sinon, j'ai descendu, vous avez dit, depuis les cieux. Cher ami, dans le colloque qui a suivi, nous avions invité André Chauvaki et donc cette histoire de traduction auquel je suis très sensible, effectivement, des choses qui sont passées par les traductions de l'hébreu, d'autres venant, enfin bon, avec l'araméen, enfin, et on a eu tout, et je suis contente de vous entendre dire ce qui s'est fait sur la perte de sens qu'il peut y avoir dans des traductions. Et puis, troisième chose, et après j'arrête, la semaine dernière, il y avait un colloque à Metz auquel je n'ai pas pu assister,
autour de Julia Freud, je précise avec un N pour les gens qui ne connaissent pas, et ce que j'ai entendu dire de ce colloque me montre, enfin, il faudrait que j'ai les actes, puis des choses très proches de ce que vous développez. Ce fut un de mes grands professeurs à l'IEP de Strasbourg, philosophe et sociologue, mais une sociologie incarnée dans l'humain individuel. Donc, j'ai voyagé en vous écoutant. Merci beaucoup. Merci. Oui. Bonsoir, merci à Bernard et merci à Gérard pour ce dialogue. Alors, j'ai deux questions, Gérard. Tu fais une citation de Clem Perer. La langue ne se contente pas de poétiser et de penser à ma place. Elle régit tout mon être moral, d'autant plus naturellement que je m'en remets à elle. Et puis, une réflexion, donc un écrit de ta part. Le langage est plus qu'un facteur normatif qui formate le comportement, il détermine les visions du monde. Alors, ma première question est celle-ci. Est-ce que le langage, la parole, les langues en elles-mêmes n'ont pas un pouvoir intrinsèque de résistance à ce mauvais vouloir contre la langue, contre la parole? Oui, dans la mesure où, par exemple, j'ai fait une promotion là. Bientôt à l'Institut, au mois de mai, à l'Institut universitaire Rachid, on fera une soirée autour d'un auteur qui s'appelle Lev Rubinstein. Lev Rubinstein était un auteur, poète, artiste d'avant-garde russe, qui est mort il y a un peu, maintenant bientôt une année et demie, et écrasé par une voiture. On ne sait pas s'il a été renversé délibérément parce qu'il était très anti-poutinien ou si c'est un vrai accident. Ça, on ne peut pas savoir. Ça reste une énigme, ça. Mais voilà un homme qui a investi totalement la poésie comme une arme de liberté. Et beaucoup des auteurs, des grands poètes de la Russie soviétique et les poétesses, ont investi la langue comme le lieu de la résistance. Absolument. C'est ce que je crois. De la même façon que les vrais humoristes, sont des résistants humanistes. Les vrais, ceux qui font de l'humour vrai, hein, tel qu'on en a parlé tout à l'heure. Mais c'est pour ça que j'évoque à la fin les poètes et les humoristes. Mais quand tu as cité Clem Perer et puis aussi la question de ce que fait le langage comme compréhension qu'on a du monde et que le monde existe aussi à travers la capacité de le nommer ou de souvent, la plupart du temps, le mal nommer, avec les problèmes que ça pose. Je veux dire, tu trouves ça chez le Maharal de Prague explicitement développé. Tu trouves ça chez von Humboldt, pareillement. Tu trouves ça chez Fritz Mautner. C'est-à-dire que tu as d'époque en époque des gens vigiles, individuels, qui reprennent cette question. Tu trouves ça chez un grand psychologue soviétique, Vygotsky, qui a travaillé là-dessus et sur cette question-là, mais tu le retrouves, je l'ai cité tout à l'heure, chez Orwell, parce que c'est de ça dont il parle, c'est ça qu'il pointe. C'est-à-dire que on peut rendre les gens stupides et les enfermer, hein, in loc, enfermés en eux-mêmes par la manipulation sur le langage, faire en sorte que des mots disparaissent jusqu'à ce que l'idée que ces mots portaient soit effacée, soit foreclose. Donc, le langage est un champ de manœuvre du sujet ou de la domestication. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que j'essaye de dire à la philosophie politique, c'est que cessez de regarder du côté de la sociologie, c'est devenu un acteur de la domestication.
C'est une science de domestication, ce n'est plus une science des Lumières, c'est plus une science des connaissances. Ça l'a été, hein, ça l'a été. Hein. C'est pour ça que j'honore toujours Max Weber ou Simmel ou Tard ou Krakauer ou des gens comme ça. Même Raymond Aron, hein, ou je veux dire, est encore Raymond Boudon, vous voyez, pour dire des sociologues encore il y a pas longtemps, de l'après-guerre. Mais la sociologie contemporaine, c'est devenu un instrument de domestication. Voilà. Donc, le langage est un champ de manœuvre de la domestication, mais c'est aussi par là que le sujet peut advenir à lui-même. Donc, pour un philosophe politique, c'est là qu'il doit s'interroger. C'est ça son objet. Voilà, c'est ça que j'essayais de poser. Merci. La deuxième question, en fait, c'est pas une question. Je voudrais, si tu as le temps de développer un petit peu ce que tu dis vraiment à la fin du livre, ni expérimental ni thérapeutique, dans son cheminement et sous son nom, une philosophie clinique n'y visera pas à guérir le monde. Je voudrais, si tu peux développer cette idée de guérison, de tikkun en hébreu, de réparation. Ah, c'est pas la même chose, la guérison et le tikkun. Pas du tout. Le tikkun, c'est dire que d'origine, d'ailleurs tu trouves ça dans la Kabbale d'Isaac Luria, parce que c'est de lui qu'on tient cette conception et cette cosmogonie, le monde a été mal formé. Dieu lui-même s'est planté. Dieu lui-même a été maladroit. C'est la Kabbale de Luria qui est géniale. Hein. Luria se retire du monde. Luria raconte que la divinité se retire du monde, de son infinité, parce que l'infinité, c'est le non-existence. Si vous pensez que ça a un rapport avec la castration chez Freud, vous avez raison. Mais il se retire du monde, de son infinité, de sa toute-puissance infinie, et de là d'où il s'est retiré, il crée des mondes. Il crée les planètes. Hein. Il se retire de son infinité, il crée les systèmes planétaires. Il crée les humains. Il crée, d'ailleurs, dans la tradition juive, vous savez, le cosmos, il y a 4 niveaux dans le cosmos. C'est très important à noter que c'est comme ça qu'il s'est pensé. Il y a le minéral, il y a le séminal, les plantes, hein, minéral, le séminal, il y a le vivant, et au-dessus de tout, le vivant parlant. Donc c'est la parole qui est le surplomb et le sommet de la création. Qui raccommode. Et voilà, bien sûr. Mais pour revenir à ta question, la guérison, il faut dire comme les psychanalystes, ça vient par surcroît. Ou comme disait Lévinas, ça vient en surplus. C'est-à-dire que même si la demande est une demande de soulagement, la demande du patient, un psychanalyste, il y en a ici qui peuvent en parler mieux que moi parce que c'est des cliniciens ou cliniciennes, mais moi, ce que je pense pouvoir observer, c'est que la demande d'un patient, c'est toujours une demande de sortir d'une impasse ou d'une difficulté, etc. Donc ça a l'air d'être une demande de guérison. Mais le travail psychanalytique lui-même, son objet, c'est pas la guérison. De la psychanalyse, hein, je parle, que je distingue de la psychologie. Mais le travail de la psychanalyse, c'est un travail d'émergence du sujet. Et donc la guérison, elle vient en surcroît du fait que le sujet individuel de chacun, avec ses impasses, avec ses difficultés, ses encombrements irréparables, il advient à lui. Donc cette guérison, elle vient par surcroît. C'est différent du tikkun, parce que le tikkun, c'est pas une guérison. La réparation, c'est pas une guérison. La réparation, c'est empêcher que le monde se dégrade encore davantage qu'il ne l'est. Donc c'est un travail de Sisyphe en fait. Tu vois, c'est pas advenu. La guérison, c'est advenu. Alors que le tikkun, c'est
le boulot quotidien de chacun d'entre nous pour faire en sorte que ça n'aille pas pire. Parce qu'en gros, c'est exactement c'est comme ça que ça tient. Hein. Je crois que c'est de Freud, je sais plus là, mais je crois qu'il disait que les hommes marchaient toujours au bord de l'abîme. L'humanité marchait toujours au bord de l'abîme. Bah ouais, on est tout le temps au bord de l'abîme. Et pour l'instant, les civilisations arrivent à se tenir et à ne pas basculer. Mais il n'y a pas longtemps, le XXe siècle a vraiment glissé. Hein. Et je ne sais pas si nous ne sommes pas toujours tributaires. Et je crois qu'il faut que j'arrête parce que je crois que j'ai Plus dédicace.